aujourd'hui, je commence une nouvelle série de chroniques. Donc, le thème principal va être la psychanalyse. Donc, vous allez vous demander sûrement pourquoi de la psychanalyse dans une chaîne, enfin une émission qui aborde la littérature. Eh bien, parce que la littérature et la psychanalyse forment un beau couple. Et plus sérieusement, parce que je pense notamment à Freud, qui était un grand admirateur de Dostoïevski. Pourquoi tu rigoles? En fait, ça me fait rire. Donc Freud était un grand admirateur de Dostoïevski. Par exemple, il le considérait même comme l'un des plus grands psychologues de la littérature. Il a écrit notamment Dostoïevski et le parricide, 1928, où il analyse notamment la culpabilité, le crime, le désir inconscient et la figure du père chez Dostoïevski. Et c'est toujours très intéressant d'avoir des commentaires de psychanalyse qui portent sur la littérature. Et la littérature donne quelque chose de visible à l'inconscient, j'ai même envie de dire quelque chose de lisible à l'inconscient. Il y a aussi l'œuvre de Jensen, 1903, La Gradiva, qui me vient à l'esprit, où Freud y émet une analyse sur le rêve et le délire, mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc là, je vais donc vous présenter 4 concepts psychanalytiques. 4 des concepts. Donc l'objet fesse. Donc fesse, pas F-E-2-S. Tu me rends dépourvu là. Alors c'est drôle, mais pas l'objet F-E-2-S-E. L'objet fesse. L'objet fesse, F-E-C-E. Et il y a un accent Et il y a un grave, c'est ça? accent. Ouais, c'est l'accent grave, je crois. Dis-le, moi je ne saurais pas. Je crois que c'est l'accent grave, je crois. Alors ça ne va Fécasse. pas parler de fesses, mais ça va parler de caca, du coup. C'est pas mieux. Donc, par exemple, chez McDougall, du coup, qui est une psychiatre du XXe siècle et du XXIe siècle, et qui travaille beaucoup sur les relations précoces, les corps et les symptômes psychosomatiques. Donc, les fesses peuvent être pensées comme un premier objet produit par l'enfant. On aborde ça sérieusement quand même. L'idée Ouais, c'est principale. Difficile. Pour le très jeune enfant, les selles de caca du coup, les selles ne sont pas seulement des déchets biologiques. Elles peuvent être vécues comme une partie de soi, un cadeau, une création personnelle, parfois même un moyen de relation avec la mère. L'enfant découvre quelque chose sort de moi. Et cela touche le contrôle, la séparation, le pouvoir, le don et la perte. Et bien auparavant, selon Sigmund Freud, vers 1 à 3 ans, l'enfant traverse ce qu'il appelle le stade anal ou le saut sadique anal. Je ne sais plus ce que c'est exactement. C'est une phase du développement psychosexuel où le plaisir et les tensions se concentrent autour de la rétention et de l'expulsion des selles. Donc, quand un bébé apprend à faire caca, grossièrement, au pot ou au commencement de la propreté, pour Freud, ce n'est pas justement un apprentissage pratique. Cela devient aussi une première expérience du contrôle du corps, comme j'ai dit, rapport à l'autorité des parents, opposition ou obéissance du coup, gestion du plaisir et de la frustration. Freud pensait que l'enfant peut tirer un certain plaisir, soit à retenir ou à expulser. Et la manière dont les parents réagissent, trop stricts, trop humiliants, trop permissifs, etc., pourrait influencer certains traits futurs de la personnalité. Par exemple, dans la théorie freudienne, une fixation dite anale rétentive serait associée à quelqu'un de très ordonné, avare et contrôlant. Ça me fait un peu rire, j'avoue. Une fixation dite expulsive à quelqu'un de désordonné, impulsif et provocateur. Mais après, regarde, parce qu'il dit ça, mais quand quelqu'un vieillit et qu'il n'arrive plus à expulser les selles facilement, est-ce que ça change sa personnalité aussi ou pas? Il y a Alors- les vieux qui mettent des couches et tout. Alors non, en fait, souvent, en psychanalyse surtout, on étudie vraiment l'humain primitif, donc L'humain bébé. collectif, donc bébé, ouais. Ouais, parce que sinon ça après encore, c'est quelque Après, chose de désuet, tout ça là. Oui, possible. Mais- Mais toi, qu'est-ce que tu en penses personnellement du fait que la psychanalyse, ils étudient principalement les êtres primitifs parce que, je sais pas, ça peut évoluer et je sais pas pourquoi ils font pas toute la vie en fait. Parce que il y a quelque chose d'inconscient aussi quand on est bébé où les pulsions priment. Là, la conscience, elle est beaucoup plus prononcée quand on grandit. Du coup, tout ce qui nous échappe, tout ce qui échappe à la conscience sont beaucoup plus visibles quand on est bébé. Et en fait, c'est toujours les premiers rapports de l'humain qui aussi influencent l'après, etc.
Ouais, mais le problème, c'est que t'as dit que quelqu'un qui arrivait à retenir devenait avare, etc. Mais Alors comment ça, ils le c'est savent? Freud qui l'a dit. Ah, Ça, ok. c'est pas moi. Mais c'est une théorie juste. Mais Ouais. c'est pas la vérité. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que Mais- c'est bizarre, ça veut dire que Freud, il a rêvé un bébé, puis il aurait attendu comme ça son patient, puis Il il attend 15 grandisse, ans. il attend 15 ans comme ça pour voir. Ouais, c'est un peu étrange, mais voilà. Non, après. Loin de moi je- l'idée de critiquer Freud, mais c'est juste que c'est un peu étrange. Voilà, c'est tout. Oui, c'est sûr que c'est étrange, mais je vais terminer, vous allez comprendre. Vas-y. Alors, l'apprentissage de la propreté devient symboliquement lié au contrôle, à la retenue et à la discipline. Donc un enfant très contrôlé pendant ce stade pourrait, selon lui, développer plus tard des traits de personnalité rigides ou obsessionnels. Mais aujourd'hui, la plupart des psychologues considèrent cette théorie comme historiquement importante, intéressante sur le plan culturel et philosophique, mais peu fondée scientifiquement. La psychologie contemporaine explique plutôt la personnalité par un mélange de tempérament biologique, environnement familial, attachement, apprentissage et contexte social. On ne pense plus sérieusement qu'un enfant devient avare ou obsessionnel principalement à cause de l'apprentissage du pot. En revanche, l'idée générale que les premières relations avec les parents influencent le rapport au contrôle ou à l'autonomie a continué à inspirer certaines approches psychologiques. Donc, c'était des théories comme ça, et finalement, en fait, c'est pas si infondé, si peu intuitif, hein, le rapport du premier caca, etc. Finalement, parce que c'est la première chose que tu apprends à soit garder en toi ou soit rejeter. Tu vois, finalement, c'est vraiment la première chose. C'est vrai. Et le vomi. Le Ouais, vomi, mais le le caca, ça vomi. vient avant, techniquement. Après, le vomi, tu contrôles pas. Tu peux pas décider. C'est de comme les garder un larmes vomi. du bébé, il contrôle pas s'il pleure ou pas aussi. Il va pleurer dès qu'il a besoin. Non, après, des fois, quand c'est trop. Là, on parle Ouais. du truc Ah, que tu peux 3 pas ans, c'est ça contrôler, quoi. 3 ans, Ouais. 1 an, 3 ans. Ouais. Et le pipi. C'est Le cette pipi, question. le pipi. M'a fait des théories psychanalystes. Le pipi, c'est pas aussi humiliant, je pense, ou c'est pas aussi. Ah, je pense que c'est plus humiliant. De te faire Mais pipi. non, mais c'est son Ouais, fille, de c'est faire pas pipi. scientifique. Parce que genre ça se voit. Peut-être si tu te fais caca dessus, tu peux faire genre. Ouais, y a Non. Non. Alors que. Non, mais c'était si pas tu te là. fais- Non, mais si tu te fais pipi dessus, tu sais, c'est tout mouillé, il y a une flaque par terre et tout. Mais si tu te fais caca dessus, ça va pas tomber. Il y a une tes odeur, il y a une chevilles, odeur, il y a une Mais si tu fais un Je- petit caca. Non, mais si tu fais un le petit débat. pipi. Mais ça sera mouillé quand même. Bon, d'ailleurs, avec le pipi, il y a un truc drôle. Oui, en psychanalyse, par exemple, un enfant, vous savez, quand il fait encore pipi au lit, etc., à un âge avancé, finalement, c'est entre guillemets bon signe. Parce que, en gros, le climat tendu, etc., ça fait faire pipi au lit, peut-être à la maison, etc. Et en fait, finalement, quand il fait pipi au lit, il y a une volonté d'aller mieux ou de se réfugier dans les genoux de sa mère, je crois. Hmm. Oui, après ça, je dis ça comme ça, hein, je sais plus vraiment ce que je dis. Je sais pas ce que je dis, je sais pas ce que je raconte en fait. Mais voilà, hein, sinon vous savez comment ça s'est passé quand vous étiez bébé, quand vous étiez quelqu'un. Ouah. Ouais, je m'en rappelle, ouais, je m'en rappelle. C'est des questions finalement qu'on n'a pas de réponse et je pense que c'est très normal de pas savoir ça. Mais vous sauriez ce que ça en dit sur votre personnalité plus tard. Et bon, aujourd'hui on a l'astrologie, hein, et on a... Oui, oui. L'astrologie. Depuis longtemps. Mieux, l'astrologie. Non, oui, c'est quand même mieux les astres, les planètes plutôt, hein, ouais. Ouais. Non, après, bon, voilà, c'est comme je dis, c'est. Il faut bien faire des théories. Il faut bien faire caca aussi. Voilà, ça va bien ensemble. On a vu l'intervention. Bon, deuxième concept, le clivage des imagos. De l'imago. Alors, le clivage de l'imago est un mécanisme de défense inconscient par lequel un individu sépare la représentation mentale d'une personne en deux images opposées, une bonne et une mauvaise, sans parvenir à les unifier. Donc imago, ça veut dire représentation inconsciente d'une figure importante, souvent parentale, construite dans l'enfance. Clivage, mécanisme de défense consistant à séparer radicalement des aspects contradictoires pour éviter l'angoisse. Et l'ambivalence, hein, c'est la capacité de reconnaître qu'une même personne peut être à la fois bonne et mauvaise. Donc, comme exemple concret, un enfant peut percevoir sa mère comme parfaite et aimante lorsqu'elle satisfait ses besoins, puis comme frustrante ou menaçante lorsqu'elle ne répond pas immédiatement. Au lieu d'intégrer ces deux aspects, il les sépare en deux images distinctes. On a notamment Mélanie Klein, hein, une psychiatre du XXe siècle, qui s'est beaucoup penchée sur les théories infantiles. Et le clivage apparaît dans la position schizoparanoïde, le nourrisson. Ah, Schizo. schizo. Ouais, c'est Pourquoi schizo, ouais. Pourquoi je dis schizo moi J'ai un problème avec les prononciations, dis donc. Donc, dans la position schizoparanoïde, le nourrisson incapable de tolérer l'ambivalence divise l'objet, par exemple le sein maternel, en bon et mauvais objet.
Alors, vous avez compris ou pas? Oui, oui. Pourquoi il sépare le saint en bon et mauvais saint, par exemple? Ouais, tu fais leur filer l'interro. Oui. Bah, Vous avez compris, vas-y, apparemment. c'est quoi, Alix? Non, mais j'ai compris le concept qu'il explique. Bah si, c'est ce Mais que t'as dit. pour C'est les par exemple la personnes- mère apporte le sang au bon moment et il la voit comme un bon imago. Mais toi, et t'as sinon- pas... Non, mais toi, je t'ai beaucoup parlé de tout ça, t'as pas le Ouais, droit. c'est vrai, mais c'est vas-y. vrai, ça fait trop Si la genre, mère, maintenant, elle j'ai apporte le compris sang au bon direct. moment, elle le voit comme un bon imago. Si elle apporte pas au bon moment, elle le voit comme un mauvais imago. Ouais, c'est fait En aider. fait, Tu peux apporter le sang au mauvais moment. Bah, c'est parce que imagine, Bah, il pleure trop longtemps. etc., Et du coup, ça il est le frustré. Il se dit, ah, ma Ouais. mère, elle arrive trop tard, ça me saoule, c'est bon. Mais du coup, c'est pas le fait qu'elle apporte le sang, c'est le fait qu'elle l'apporte en retard. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Le moment. Et du coup, lui, dans son statut de bébé, il sépare les deux choses. En fait, c'est parce que déjà, alors c'est oui. Alors en fait, ce qui se passe chez l'enfant, c'est que premièrement, en fait, le sein, c'est un objet interne. Donc, il a intériorisé la mère. Ensuite, quand le sein nourrit l'enfant, il l'idéalise, c'est l'extase, etc. Et puis quand l'enfant est frustré, en fait, il a des idées, il a envie de le détruire, ce sein, il est pas bien, ça le frustre au plus haut point. Et en fait, je crois que c'est... en fait, quand il se rend compte que la même mère lui apporte le bon et le mauvais, il a du mal à se dire qu'il a eu toutes ces idées envers sa mère. Et c'est la position dépressive. Donc il culpabilise. Oui, il culpabilise et il y a le besoin de réparation qui naît. Donc il y a le besoin de réparation, culpabilité, etc. C'est tellement dur tout ça que finalement il préfère que tout ça, enfin que l'image qui s'est faite est le persécuteur et que ça vient de dehors. Et c'est ça la position schizoparanoïde, c'est-à-dire que le problème vient de dehors et le clivage permet de mieux gérer cette angoisse. Ok. Oui. Le clivage permet de protéger le psychisme contre l'angoisse, maintenir une image idéale et rassurante, mais il empêche l'intégration des contradictions, une perception réaliste des autres. Donc les manifestations à l'âge adulte, par exemple, le clivage peut se traduire par des relations instables, idéalisation puis rejet, une vision extrême des autres, tout bon, tout mauvais, une difficulté à accepter la complexité humaine. C'est notamment dans les troubles borderline, quand la personnalité limite qui idéalise, rejette vite, vit dans l'extrême, etc. Le clivage de l'imago pose la question centrale de l'accès à l'ambivalence, condition essentielle de la maturité psychique et des relations équilibrées. Ensuite, je vais parler du chevauchement du représentatif et de l'affectif en psychanalyse. Donc, le chevauchement du représentatif et de l'affectif désigne l'articulation entre les représentations, idées, images, souvenirs et les affects, émotions, charges psychiques. Une expérience psychique associe généralement ces deux dimensions, le représentatif, les idées, images, souvenirs, mots, et l'affectif, émotions comme la peur, la colère, la honte et le désir. Selon la psychanalyse, toute représentation est liée à un affect. Cette lésion peut toutefois se transformer en se rompre, et c'est ce qui entraîne des perturbations psychiques. Donc le déplacement, les formes de dissociation du coup, déplacement de l'affect, l'émotion se fixe sur une autre représentation. Donc c'est notamment en psychanalyse, je crois que c'est l'élaboration et la perlaboration, où quand tu vas voir l'analyste, en fait, vous reparlez, pourquoi tu reparles, etc. En fait, finalement, c'est pour donner à des images les bons affects. Et souvent, quand tu dissocies, tu te rends pas compte de ce que tu as pu ressentir à ce moment-là, etc. Donc en fait, c'est important que quand Mon tu... écoute, Oui, je regarde comme ça. J'ai l'impression que c'est confus ce que je dis ou c'est... Ça va ? Non, oui. Oui, ça va, t'attaques pas. Et le travail analytique vise à reconnecter l'affect et la représentation afin de donner un sens aux symptômes. Par exemple, une peur irrationnelle peut être liée à un souvenir refoulé, retrouvé en analyse. Ensuite, l'objet transitionnel, pour la fin, l'objet transitionnel chez Donald Winnicott. Winnicott est un pédiatre et un psychanalyste britannique du XXe siècle, proche de la psychanalyse, mais plus centré sur le développement affectif concret du bébé et de la relation mère-enfant. Il s'intéresse surtout au rôle de l'environnement, à la sécurité affective et à la créativité, à la manière dont l'enfant devient progressivement un individu séparé. Oui, Winnicott a beaucoup travaillé avec des orphelins qui n'avaient pas beaucoup de contact avec leur mère. Et c'est de là où a émergé sa théorie sur l'objet transitionnel. L'objet transitionnel, grossièrement, c'est le doudou. Voilà. Il faut savoir que Mélanie Klein aussi, petit gossip, petit scoop, avait fait un article sur justement la psychanalyse infantile. Et elle avait fait en fait une étude sur son fils.
Mais elle avait pas dit que c'était son fils. Mhm. Voilà. Ok. C'est biaisé du coup. C'est biaisé? Non. C'est pas biaisé. Bah non, parce qu'elle parle de la relation mère-fils. Donc, Ouais. Moi, je voulais participer, mais pas. Intéressant. Donc l'objet transitionnel est un objet investi affectivement par l'enfant. Souvent un doudou, une couverture, un tissu. Bon ça, vous savez, vous deviez avoir un doudou vous, quand vous étiez bébé. ouais, j'en avais pas qu'un. Ouais, ok, d'accord. Ah bah oui. C'était quoi toi, ton doudou? Moi, déjà, c'est, parce que je l'ai encore. C'est. Comment ça s'appelle? Un traversin. Et genre, il fait cette taille, il est bleu. Ok. C'est quoi un traversin? Tu vois, les oreillers longs comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah Ah, ok, c'est ça, d'accord. c'est de ça qu'on D'accord. parle, oui, souvent. Ah, ok, Bah ok. mon frère aussi, mon grand frère, c'était un gros coussin. Oui. Et il aimait bien tourner, jouer avec, ouais, le côté moelleux, doux et tout. Moi, ma mère m'a dit que j'avais pas de doudou. Ouais, j'avais Ah ouais pas de doudou. Tu t'en souviens pas? Alors oui, mais ma mère, elle s'en souvient, elle m'a dit, toi, t'avais pas de doudou. Ok. Ah, bon. C'est drôle. Voilà. Mais quelle triste enfance finalement. Non, j'avais pas de doudou, mais Mais tu devais avoir un objet transitionnel justement. Peut-être que tu t'en souviens je plus. pense que je m'en souviens pas. Après, souvent l'objet transitionnel aussi, quand tu grandis, c'est ta manière à sortir de ton monde au monde extérieur. Après, moi, j'étais un enfant Ah, qui aimait bien c'est-à-dire un dessiner. objet transitionnel, il peut être invisible entre guillemets. Il peut pas être matériel. Non, et les matériels, après, ça pourrait. Bon, il y a même des théories comme quoi c'est pour être la religion aussi. Tu sors de ton monde pour le monde extérieur, ça calme les angoisses, etc. Après, ça grandit avec l'âge, hein, les objets transitionnels, bien sûr. Cet objet aide le bébé à supporter la séparation avec la mère. Donc, c'est un pont entre le monde intérieur de l'enfant, imaginaire, fantasme, sécurité psychique, et le monde extérieur, la réalité, l'absence et les autres. Pourquoi transitionnel? Le mot vient de transition. L'objet permet le passage de la fusion avec la mère vers la découverte que la mère est une personne séparée. Au début de la vie, le bébé croit presque que le monde répond magiquement à ses besoins. Donc j'ai faim, le sein apparaît. Ça, c'est le côté magique. Oui. Après, il y a aussi cette illusion, en fait, le bébé est nourri par la mère. Donc la mère a l'illusion qu'une partie d'elle est nourrie. Et le bébé se fait nourrir par une partie de lui. Enfin, c'est le monde de l'illusion, etc. Je pense que j'en ai mal parlé là. Mais progressivement, voilà, il découvre l'absence, la frustration et l'autonomie. L'objet transitionnel aide à rendre cette séparation supportable. Le rôle du doudou rassure, calme l'angoisse, permet au bébé de conserver symboliquement la présence maternelle. Le doudou est paradoxal, il n'est pas la mère, mais il représente quelque chose d'elle. Donc en fait, le doudou, c'est notre première vraie possession. La première chose que tu possèdes dans ta vie. Voilà, on a vu la première chose qu'on expulsait, c'était le caca. Et la première chose que tu possèdes, bah, c'est le C'est doudou. les Epanadiplo, c'est ça? Exactement. L'ère transitionnelle, hein, c'est un concept chez Winnicott qui est un espace intermédiaire entre réalité intérieure et réalité extérieure, comme je l'ai dit. C'est l'espace du jeu, de l'imagination, de l'art, de la culture, de la créativité. Pour Winnicott, toute la vie culturelle vient de cette capacité à jouer entre le réel et l'imaginaire. Quand un enfant joue à la dinette, il sait que ce n'est pas vrai, mais il y croit un peu quand même. Donc, idée importante hein, chez Winnicott, il dit que la mère est suffisamment bonne si elle permet d'abord une illusion. Le bébé croit que ses désirs créent le monde, puis elle introduit progressivement la réalité, attente, frustration et séparation. Si cette transition est trop brutale, angoisse, il y a des enfants qui peuvent faire de l'asthme, si cette période se passe mal, etc. Ouais, il y a pas mal de choses. En fait, on se rend pas compte que la psychanalyse, ça touche aussi les bégaiements, le psychosomatique, etc. Et si elle y va progressivement, donc il y a un développement de la psyché de manière saine. Très Et bien, très bien. voilà. T'as fini? Bah bravo, c'était bien. Ouais. Bah, c'est basé sur ouais, la psychanalyse infantile finalement. Ouais. Ouais, c'est Ouais, j'ai beaucoup peur. centré autour de l'enfance. Bah, en fait, j'ai porté un peu mes études là-dessus parce que je voulais pas parler du refoulement, l'acte manqué, normalement, des trucs qu'on a l'habitude d'aborder. Et finalement, je trouve que ouais, la psychanalyse infantile, c'est très intéressant aussi. Je suis d'accord, ouais. J'en avais déjà Et- entendu parler du truc de Freud sur le caca là. Mais c'est un truc de fraude, ça, en fait. J'ai pas Ouais, compris. ça vient Ouais, de ouais. Freud Ah, principalement. d'accord. Mais après, c'est quelqu'un qui l'a repris, c'est ça? C'est Joyce McDougall. Ah, Ouais, ok, après, je pense d'accord, qu'il y a pas d'accord. mal de psychanalystes qui l'ont repris, mais comment dire, bon, Freud, on peut pas Caca, éviter, chambre de c'est. Oui, Et bien puis, sûr. faut pas oublier que c'est un domaine très récent, la psychanalyse, en vrai. Bah oui, c'est Freud qui l'a fondé, justement. Ouais, il y a un siècle. Donc ça fait, ouais. Donc, c'est normal qu'ils reviennent souvent. Mais plus les gens vont faire des études et plus le domaine va s'élargir. Mm. Mais, ouais, souvent, c'est tous ces rapports aux agissements primitifs et souvent le rêve, etc., qui est abordé.